Aucun Camerounais qui est installé en diaspora ne peut vous dire qu'il est confortablement installé. Parce que ces hommes et ces femmes qui maintiennent encore le Cameroun sous perfusion, vous savez qu'ils se réveillent le plus souvent à 4 heures, qui rentrent chez eux à 22 heures, qui n'ont pas le temps de voir leurs enfants grandir. C'est ça que vous appelez le confort, qu'ils font croire 4-5 boulots pour pouvoir faire vivre la famille au Cameroun. Ces hommes et ces femmes qui, à 40 ans, sont déjà épuisés parce qu'ils ont passé le temps à bosser comme des malades, comme des forçats, simplement pour pouvoir apporter un petit confort à leur famille au Cameroun. Non. Nous sommes aussi dans la misère et dans la galère que nos frères du Cameroun. Il faut népaliser le Cameroun. Il faut népaliser le Cameroun. Il faut chasser complètement tous ces gens-là. Il faut les faire partir. Monsieur Kalibé C'est un rapport de force. Monsieur Kalibé Kalibo, vous appelez à l'insurrection? Mais bien sûr que j'appelle à l'insurrection. Je vous mentirais si je vous dis que je n'appelais pas à l'insurrection. Ce jour, Emmanuel Macron a reconnu implicitement qu'il y avait un génocide au Cameroun. À partir de demain ou après-demain, j'apprendrai à mes frères camerounais comment se comporter face à la police, comment se défendre face à la police, comment se protéger des gaz lacrymogènes, comment même confectionner ce qu'on appelle un cocktail Molotov. Aujourd'hui, pourquoi je soutiens Issa Tirouma? Je ne soutiens pas la personne d'Issa Tirouma. Je n'aime pas Issa Tirouma. Vous l'avez dit. Je ne l'aime pas. Et je le redis encore sur votre plateau. Ce n'est pas la personne d'Issa Tirouma qui m'intéresse. C'est l'engouement qu'il suscite auprès de la jeunesse camerounaise. C'est cette effervescence-là. C'est cet espoir qu'il apporte. C'est ça que je soutiens. La campagne électorale au Cameroun pour les élections présidentielles du 12 octobre 2025 est en train de prendre son train de croisière. Progressivement, parmi les candidats en lice, le cheminot des services semble avoir pris quelques wagons d'avance. La diaspora semble avoir définitivement fait son choix. Issa Tirouma, car il s'agit de lui, est véritablement installé sur les rails. Son TGV lancé à toute vitesse ne semble pas devoir s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, nous recevons dans Brainstorming un combattant. Pas un combattant de la 25e heure, mais un combattant qui, depuis 2018, aspire de toutes ses forces au changement. Ses méthodes n'ont pas toujours fait l'unanimité, mais on ne peut lui reprocher son amour pour le Cameroun, son amour pour sa patrie, et son envie réelle d'en découdre avec le système, dans le sens propre que figuré. Monsieur Kalibé Kalibo, bonjour. Bonjour, monsieur Moda. Avant de commencer cet entretien, on a pensé qu'il serait judicieux de rafraîchir la mémoire de certains d'entre nous avec ces images qui datent. La première, c'est quand vous interpellez M. Macron. S'il vous plaît, M. Macron, s'il vous plaît. Oui, M. Macron. M. Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, M. Macron. La deuxième, c'est quand vous êtes en action, on va dire ça comme ça, pour être par euphémisme. Touchez-moi, non. Touchez-moi, non. Je te touche pas. Tu me demandes de moi pourquoi? Touche-moi, touchez-moi. Touchez-moi. On n'est pas venu te toucher. Vous êtes malade, vous êtes malade. Je n'aurai jamais peur de vous. Voilà ça. J'ai dit que tu vas nous taper. Je tape pourquoi? Monsieur. La troisième, c'est votre mise en retrait ou peut-être votre prise en hauteur. Monsieur Kalibé, Oui. ces images-là, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Je parlais de la première image, celle au Salon de l'Agriculture avec le président Emmanuel Macron. C'est le cri de cœur d'un enfant qui voit ses frères, qui voit ses mamans, qui voit son peuple souffrir. C'est le cri de cœur d'un Camerounais exaspéré par ce qu'il voit au nord et au sud-ouest, qui interpelle le président Macron, qui par ricochet est complice de ce qui se passe au Cameroun. D'ailleurs, j'ai interpellé Emmanuel Macron sur un terme bien précis, sur le génocide qui a lieu actuellement au nord et au sud-ouest du Cameroun. Cela illustre parfaitement ce que vivent les Camerounais au quotidien. Il fallait oser interpeller Emmanuel Macron et je l'ai fait. Et d'ailleurs, à ce jour, Emmanuel Macron a reconnu
implicitement qu'il y avait un génocide au Cameroun. Je m'étonne encore que jusqu'à ce jour, les mesures coercitives n'ont pas été prises à l'encontre du dictateur Paul Biya. Mais le génocide dont vous parlez, est-ce que c'est le génocide de Biya ou alors le génocide fait par les Français à une certaine époque? Ils sont tous dans le même bateau. Biya ne fait que perpétuer ce que la France a instauré au Cameroun. Donc, ils sont tous les deux comptables. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai interpellé Emmanuel Macron. Parce qu'il ne faut pas ignorer que la France a toujours une certaine emprise sur le Cameroun, et notamment sur Paul Biya. Figurez-vous que Biya lui-même, il a dit qu'il était le meilleur élève de Paris, de François Mitterrand. Ça remonte à très longtemps. Monsieur Kalibri Kalibro. C'est toujours d'actualité. Bien sûr. Monsieur Kalibri Kalibro, il y a quand même un fait marquant qui a suscité, on va dire, des approches divergentes. Ouais. Notamment au niveau de vos actions, monsieur Kalibri Kalibro. À un moment donné, on vous a vu très, très vindicatif et agressif vis-à-vis des artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous pensez que c'était la méthode idoine? Oui. Si on va circonscrire, si on va pas aller dans le temps. À l'époque, oui, c'était important. Il fallait que la brigade anti-Sardina puisse se déployer d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, nous sommes tombés sur les artistes, pas parce qu'on voulait s'attaquer aux artistes. Prenons la condition des artistes, les conditions des artistes. C'est bien de le dire. Qu'est-ce que les artistes représentent dans l'échiquier national au Cameroun? Rien du tout. L'industrie musicale, artistique et culturelle au Cameroun, c'est zéro. Les artistes sont chosifiés. Aussi chosifiés que le peuple. Et voir ces artistes-là, sachant qu'eux-mêmes, déjà, leurs conditions sont complètement négligées par l'État, appelle quand même le peuple qui, lui aussi est en souffrance, à soutenir celui qui cause la misère et aux artistes et à la population camerounaise. Nous nous sommes indignés à la façon des Congolais pour dire à ces artistes, mais attendez, vous avez quand même une espèce d'autorité, si je veux dire ainsi. L'artiste ailleurs est parfois la voix des sans-voix. Et le Cameroun ne va pas faire exception. Souvenez-vous de Didier Yango, qui, en 1989, dénonçait déjà les choses que nous dénonçons aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul. Oui, il n'est pas le seul. Il y a la Puro de Banga. Bien sûr, j'allais en venir. Il y a plusieurs. C'est pour ça que je dis que les artistes sont, par ricochet, la voix des sans-voix. Mais sauf qu'au Cameroun, en 2018, avec le marasme dans lequel les populations camerounaises se trouvaient, voir ces artistes appelés à voter pour Paul Biya, nous ne l'avons pas supporté et nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Mais pour moi, ce n'était pas quelque chose qui devait perdurer dans le temps. C'était juste une leçon, c'était un cri de cœur, c'était une interpellation et chacun, après, devait prendre ses responsabilités, soit dénoncer ce qui ne va pas, soit choisir de se retrouver au mauvais côté de l'histoire, soutenir Paul Biya. Monsieur Kalibri Kalibro, parlant de ces faits et de ces artistes-là, il y en a un d'ailleurs dont la vidéo à un moment donné a été très virale. On parle d'équipe de Longuet Longuet, bastonné comme jamais. Pourtant, c'est un artiste dont les chansons sont des chansons engagées. Il a été seul à subir les affres de ce régime. Non, mais justement, pourquoi il a subi les affres de ce régime? Parce qu'il dénonce, parce qu'il met le pied où il ne faut pas, parce qu'il dit des choses qui dérangent. Raison pour laquelle Longuet Longuet a toujours eu du mal à partir avec les autorités de Yaoundé. C'est une grande gueule. Et c'est ça qui fait de lui l'artiste qu'il est. C'est le rôle d'un artiste en réalité. Mais là, en l'occurrence, quand il subit ces affres du régime, il est seul. Est-ce que les gens se mobilisent? Est-ce qu'il y a un soutien pour cette personne quand même qui a, dans sa chair, souffert? Les artistes, non. Ils n'ont pas réagi. Parce que chacun a peur. Et la population, est-ce que la population a réagi? J'y viens. Et comme on dit chez nous, on veut voir nos enfants grandir. Du coup, tout le monde est apeuré et personne n'ose lever le doigt. Oui, la population, j'ai été écœuré de voir que ce que Longuet Longuet a subi est passé comme une lettre à la poste. Les Camerounais ne se sont pas indignés. D'où notre combat. Notre combat, c'est d'humaniser les Camerounais, de faire comprendre aux Camerounais que chaque citoyen a le droit de manifester son mécontentement d'une manière ou d'une autre.
Quand vous avez une personne encore, un artiste comme Longuet Longuet, qui a un certain aura, qui est martyrisé de la sorte, combien de fois vous, le citoyen lambda, et si vous vous taisez, si on continue à se taire, des exactions pareilles vont continuer. Figurez-vous qu'ils sont allés même au-delà de Longuet Longuet. La vidéo de Longuet Longuet, elle est sortie tardivement, mais c'est une vidéo qui date. Après Longuet Longuet, ils ont décapité Martinez Zogo. Ce sont des gens qui n'ont aucune limite. Ils n'ont pas de limite simplement parce que le peuple camerounais est resté amorphe. Chacun a peur, chacun veut voir ses enfants grandir. Résultat, ben, la dictature s'installe encore de la manière la plus cruelle et la plus barbare. Monsieur Calibro, on vous a vu très engagé. Je dis bien très, très engagé. À un moment donné dans votre parcours, comme de toute façon, dans toute organisation, il semble y avoir eu quelques fritures dans l'organisation dans laquelle vous étiez. Cela dit, on vous a vu également dans une vidéo, d'ailleurs qu'on a vu en début, dans laquelle vous preniez du recul. Monsieur Calibro, pourquoi vous revenez aujourd'hui au devant de la scène? Non, je n'ai jamais pris du recul. Expliquez-nous alors. La réalité. Vous savez, un combat, c'est harassant. Surtout un combat contre la dictature. C'est un combat qui pèse. C'est un combat de longue haleine, vous voulez dire? De longue haleine. Vous avez parlé des frictions, vous avez parlé de mon regret. Non, je ne suis jamais parti. J'ai juste pris de la hauteur pour mieux observer et voir ce qu'il fallait faire au moment opportun. Vous avez parlé des frictions, je vais en revenir. Figurez-vous que nous nous sommes un peu égarés en chemin, il faut le dire. Expliquez-nous. Il y a eu beaucoup d'ego, il y a eu beaucoup d'infiltration, il y a eu aussi des choses que je n'ose pas dire aujourd'hui parce que j'estime que ce n'est pas le moment. Mais nous avons été infiltrés dans notre organisation et cela a créé beaucoup de discorde. En 2020, vu tout ce qui se passait, quand le président Kamto a été libéré de prison, il a dit sur le perron de sa maison, « Vous m'avez fait confiance, ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. » Je comprends à partir de ce moment-là que le président Kamto tourne le dos au hold-up, alors que nous étions engagés au hold-up. Moi, je n'ai pas de légitimité pour continuer dans le hold-up. Je n'ai pas demandé les suffrages des Camerounais. C'est M. Kamto et Kabralibi, les autres, qui ont demandé le suffrage des Camerounais. Il a estimé qu'il avait été spolié, volé de son élection. Si en 2020, il décide d'arrêter, je ne peux plus utiliser les mêmes méthodes que j'utilisais. Là, on se retrouve dans une situation post-électorale. Bien sûr. Post-hold-up. Bien sûr. Donc, on ne peut plus utiliser les mêmes moyens. C'est plus possible. Je comprends que le président Maurice Kamto s'engage vers l'élection présidentielle. Et je dis à mes frères de combat, nous avons soutenu le hold-up, mais il est temps aujourd'hui, vu que le président Kamto se projette vers l'élection de 2025, il est temps aujourd'hui de préparer psychologiquement, mentalement les Camerounais à cette élection. La diaspora camerounaise a fait ce qu'elle avait à faire. Nous devons juste maintenir la flamme et ne pas nous substituer aux Camerounais. Redonner le pouvoir aux Camerounais. Redonner l'envie aux Camerounais de prendre leur indépendance et leur liberté. Amener les Camerounais à se responsabiliser. Et non à toujours penser que la diaspora est là pour faire tout et n'importe quoi en lieu et place des Camerounais. Ce qui a créé une grosse scission. Chacun est parti de son côté. Et j'ai décidé de prendre un petit recul sans toutefois abandonner le combat. À aucun moment, je n'ai abandonné le combat. Si, pour certains, être dans le combat, c'est aller casser des ambassades, c'est aller interpeller un X ou un Y, non, il y a plusieurs formes de combat. Je vais vous prendre l'exemple de Kenny Seba. Il n'est pas dans l'action directe, il est dans la sensibilisation. Et il est magistral dans ce qu'il fait.
parce qu'il a la verbe pour le faire, parce qu'il est écouté, parce qu'il sait la cible qu'il veut et il sait où il amène cette cible-là. Mais si nous limitons juste dans l'action directe a ses limites. Parlant d'action directe d'ailleurs, là on vous voit revenir, et surtout dans un contexte particulier. Généralement, sur certains sujets, vous brillez par une certaine réserve. Tout récemment, parce que c'est notre métier, nous vous avons vu intervenir sur plusieurs plateformes où vous appelez de tous vos voeux à soutenir le candidat qui aujourd'hui semble avoir le vent en poupe, Issa Chiroma. Dites-nous, M. Kalibri Kalibo, pourquoi ce choix? Ce choix, pour moi, il est douloureux. Je le fais véritablement la mort dans l'âme. Je tiens déjà à vous dire que c'est M. Issa Chiroma Bakary qui me fait sortir de mes gangs et me met sur le chemin de l'action directe à Paris. Quand nos mamans ont été assassinées au nord, et il a dit que c'était au Mali. Cela m'a heurté et choqué. Aujourd'hui, pourquoi je soutiens Issa Chiroma? Je ne soutiens pas la personne d'Issa Chiroma. Je l'ai dit, si vous m'avez suivi, je n'aime pas Issa Chiroma. Vous l'avez dit. Je ne l'aime pas. Et je l'aurais dit encore sur votre plateau. Ce n'est pas la personne d'Issa Chiroma qui m'intéresse. C'est l'engouement qu'il suscite auprès de la jeunesse camerounaise. C'est cette effervescence-là. C'est cet espoir qu'il apporte. C'est ça que je soutiens. Issa Chiroma ne m'intéresse pas. C'est les Camerounais qui sont derrière. C'est les Camerounais qui pensent qu'à travers Issa Chiroma, ils vont avoir cette attenance au sommet de l'État, qui a toujours été mon vœu. Donc, je ne peux pas espérer de tout mon cœur et rêver de voir les Camerounais prendre leur envol. Et parce que c'est Issa Chiroma, je me dis non, je ne vais pas le faire parce qu'il a travaillé avec Paul Biya, parce qu'il a fait... Non. J'ai toujours dit d'ailleurs que quelqu'un peut-être va sortir en 2025. Et même si c'était un proche, j'ai dit un ultra proche collaborateur de Biya qui décidait de challenger Biya pour changer ne serait-ce que la tête de l'État au Cameroun, je soutiendrai cette personne-là. De nos voeux, Camerounais confondus, nous souhaitons voir une nouvelle tête à la tête de l'État du Cameroun. Ça tombe bien, on va dire, cette précision. Parce qu'en fait, c'est là où on a l'impression que les gens se perdent un tout petit peu. D'aucuns souhaitent le changement, d'autres aspirent à l'alternance, certains parlent de rupture. Mais en réalité, M. Kalibri Kalibo, est-ce que vous pensez que le changement est une réalité possible dans l'immédiat? Le changement dans l'immédiat, tout dépend de la volonté des Camerounais. La rupture, si les Camerounais veulent l'avoir, ils l'auront. Ça, c'est une certitude. De ce que je suis en train de voir, nous n'allons même pas vers le changement, nous allons véritablement vers la rupture. Exactement. Si les Camerounais s'y mettent, cela ne dépend pas de vous, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de M. Chiroma, cela dépend de la simple volonté des Camerounais. Ce sont des mots qui sont pour moi synonymes, qui veulent dire la même chose, même si ce n'est pas les mêmes procédés. Moi, Kalibri, ce que je souhaite au Cameroun aujourd'hui, c'est la rupture totale. C'est un soulèvement populaire. Je le souhaite même de tous mes voeux ce soir. Mais si les Camerounais, dans leur immense majorité, veulent avoir comme prétexte un énième vol électoral pour se décider enfin de réagir, je ne peux qu'accompagner mes compatriotes. Mais M. Kalibri Kalibo, vous appelez à l'insurrection? Mais bien sûr que j'appelle à l'insurrection. Je vous mentirais si je vous dis que je n'appelais pas à l'insurrection. D'ailleurs, à partir de demain ou après-demain, j'apprendrai à mes frères camerounais comment se comporter face à la police, comment se défendre face à la police, comment se protéger des gaz lacrymogènes, comment même confectionner ce qu'on appelle les cocktails Molotov. Oui, il faut une insurrection. Vous avez parlé tout à l'heure de rupture. On ne peut pas avoir une rupture en allant à une élection. On ne peut pas l'avoir. D'ailleurs, le Cameroun est le seul pays où on connaît qui organise et qui va gagner. Il y a Monseigneur Klebda qui s'étonnait du fait qu'on va dépenser 70 milliards de francs CFA alors qu'on connaît à l'avance le voleur qui va voler le choix du peuple. Donc oui, j'appelle à une insurrection. Donc pour vous, parce qu'il faut une rupture totale.
Il faut népaliser le Cameroun. Il faut népaliser le Cameroun. Il faut chasser complètement tous ces gens-là. Il faut les faire partie. C'est un rapport de force. Il n'y a que le peuple camerounais qui peut exercer de manière légitime ce rapport de force. Monsieur Kalibi Kalibro, vous dites qu'il faut népaliser le Cameroun. On a vu des images effroyables, à la limite affreuses. Vous êtes ici en France. Oui. Les autres sont au pays. Oui. Est-ce que ça ne suscite pas un tout petit peu de réserve chez vous? Parce que ceux qui vont créer le Népal au Cameroun, ils y vivent. Mais vous êtes, à la limite, on va dire, dans un espace confortablement installé. Vous pensez qu'on est confortablement installé en France? C'est la question qu'on se pose. Non, on n'est pas confortablement installé. Mais quand on vous voit, on n'a pas l'impression que... L'habit ne fait pas le moine, même si c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. J'allais le dire d'ailleurs. Voilà. Donc, on n'est pas confortablement installé. Et aucun Camerounais qui est installé en diaspora ne peut vous dire qu'il est confortablement installé. Parce que ces hommes et ces femmes qui maintiennent encore le Cameroun sous perfusion, vous savez, qui se réveillent le plus souvent à 4 heures, qui rentrent chez eux à 22 heures, qui n'ont pas le temps de voir leurs enfants grandir, c'est ça que vous appelez le confort, qu'ils font croire 4-5 boulots pour pouvoir faire vivre la famille au Cameroun. Ces hommes et ces femmes qui, à 40 ans, sont déjà épuisés parce qu'ils ont passé le temps à bosser comme des malades, comme des forçats, simplement pour pouvoir apporter un petit confort à leur famille au Cameroun. Non, nous sommes aussi dans la misère et dans la galère que nos frères du Cameroun. Nous aimons énormément le Cameroun. Ce n'est pas parce que nous sommes en diaspora. Je vais vous rappeler une chose. La France dont vous parlez là, elle a été libérée à partir d'où? À partir de l'Angleterre. Eux, pourquoi ils n'ont pas dit « Ah, vous êtes en Angleterre dans un confort, nous on est ici sous les bombes d'Hitler, pourquoi vous ne venez pas pour qu'on puisse se battre ensemble ?» Non, ils n'ont pas dit cela. Ils ont compris que chacun où il est a un apport et apporte cette plus-value-là. Nous sommes en diaspora, nous avons certes cette liberté de parler, et c'est d'ailleurs grâce à cette liberté de parler que nous sensibilisons les Camerounais. Je vous demande de regarder le Cameroun politique de 2025, 2020, et juste à poser-le avec le Cameroun de 2017 et 2018, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, les Camerounais s'imprègnent de la politique, les Camerounais s'intéressent à la chose politique. Regardez par exemple, on parlait d'Issa Tiroma. C'est la première fois, et j'en suis fier, de voir que la jeunesse camerounaise prend en chasse aujourd'hui toute personne qui s'habille avec les habits du RDPC. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Ça veut dire que même étant en diaspora, on a quand même apporté quelque chose au Cameroun. Le gouvernement camerounais aujourd'hui est enclin à apporter des explications sur tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a une diaspora qui est mobilisée, qui pousse le gouvernement à sortir. On a un impact. Mais je peux vous dire, M. Moda, nous ne sommes pas confortablement assis en diaspora. Je peux vous assurer, et je l'ai dit quand je suis passé à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, si j'avais les mêmes commodités, surtout la santé, si je l'avais au Cameroun, je retournerais au Cameroun. Parce que c'est mieux de vivre chez soi que de vivre comme un esclave ailleurs. D'ailleurs, j'allais en venir. Monsieur Kalibi Kalibro, très souvent, les hommes qui se mettent dans l'action choisissent des pseudos, on va dire, plus virulents. Mais le vôtre, Kalibi Kalibro, c'est un tout petit peu ça en dehors, on a l'impression. Dites-nous, pourquoi ce choix? Kalibri, déjà, c'est mon prénom. Ah bon? Je m'appelle Thiam Abdoulaye Kalibri, c'est mon prénom. Kalibro, vous me faites penser à ma défunte grande sœur qui m'aimait beaucoup et avec laquelle j'avais une relation très particulière. Et c'est elle qui m'appelait Kalibro. Donc, après son décès, pour ne jamais oublier ma grande sœur et surtout oublier les souffrances qu'elle a dû vivre lors de sa fin de vie, manque d'hôpitaux. Et j'ai pris ce nom pour ne jamais oublier la misère au Cameroun, pour ne jamais oublier la souffrance de millions de Camerounais. Parce que quand je vois ma grande sœur, quand je vois ma grande sœur dépérir, je pense à Monique Omatekel qui a été opérée à ciel ouvert devant un hôpital. Je pense à ces millions de Camerounais qui sont refoulés de nos hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et
à chaque fois que je pense que je porte ce nom Calibro, je me dis que j'ai une mission, j'ai un devoir vis-à-vis de mes compatriotes, c'est de tout faire pour que cette dictature puisse être boutée très loin, hors du Cameroun. Je suis vraiment désolé d'avoir ravivé en vous, à travers cette question, des tristes souvenirs. Sur le plateau, moi je peux voir que vous êtes véritablement ému et touché par ça. Dites-moi, Calibro, pendant que vous êtes au Cameroun, vous avez déjà eu à voter? Oui, j'ai eu à voter, j'ai un cas d'électeur d'ailleurs. En quelle année? J'ai voté, je pense, c'était en 2004. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le droit de voter? Non, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas le droit de voter. Votre statut de... Vous êtes réfugié? Je suis réfugié, okay, oui. Je n'ai pas le droit de voter. Mais j'incite vivement les Camerounais à prendre leur indépendance. Voter ailleurs, des gens sont morts pour avoir ce droit de vote. Aujourd'hui, force est de constater que moins de la moitié des personnes inscrites sur les listes électorales ne vont pas voter. Moins de la moitié des personnes inscrites ne vont pas voter. Les enjeux de 2025 sont tellement importants que chaque citoyen camerounais inscrit sur les listes électorales doit exercer son devoir citoyen. Paul Biya a transformé le Cameroun en un véritable champ de bataille. Le slogan du RDPC, c'est que Paul Biya a ramené la paix au Cameroun. Exactement. Je tiens à vous rappeler que le Cameroun n'est pas en paix. Il y a la guerre au Cameroun. Il faudrait peut-être qu'on définisse ce que veut dire être en paix. Quand il y a les crépitements d'armes au nord, à l'est et au nord et au sud-ouest, on ne peut plus parler véritablement d'un état de paix. La paix au Cameroun, c'est peut-être la paix à Yaoundé. Non, justement, parce que Paul Biya, en 1991, avait dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais c'est une utopie. Je tiens à vous dire que toute la région du Grand Nord est en guerre avec les exactions de Boko Haram. Et j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui sont parties parce que l'État n'a pas su faire son travail. Je tiens aussi à vous rappeler que l'Est, qui est quand même la plus grande région du Cameroun, est en guerre avec les incursions des rebelles Séléka venus de la RCA et aussi des incursions des rebelles venus du Congo. Et le nord et le sud-est du Cameroun qui est en guerre fratricide avec le Cameroun. Donc, vous avez les trois quarts du Cameroun qui sont en guerre. On ne peut pas nous parler de paix, M. Moda. Oui, M. Calibro. Il faut que les Camerounais, pour une fois, comprennent l'importance d'une élection. Parce que c'est bien beau de revendiquer, mais comment est-ce qu'on va aller revendiquer quelque chose à laquelle on n'a même pas participé? Et ça tombe très bien, parce que j'allais en venir. On vous écoute, vous dénoncez beaucoup également. Mais dites-nous, M. Calibro, est-ce que vous avez des propositions concrètes à faire? Prenons un exemple. Sur les 90, les 100 jours du prochain candidat élu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il mette en action rapidement? L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me jeter corps et âme du côté des politiques aussi dans cette élection, c'est les propositions de M. Issa Chiroma qui me conviennent. Attention, ce sont les propositions de la plateforme UPC. Plateforme UPC, mais qui est portée par Issa Chiroma. Exactement, bien sûr. Il faut une transition au Cameroun. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de rupture. Le Cameroun a besoin de réformes. Si nous n'arrivons pas à avoir la rupture par la rue, au moins ayons cette rupture-là par les hommes politiques qui, eux, vont mettre en œuvre ce qu'il va falloir pour mettre le Cameroun sur les rails. Monsieur, un instant. Oui. Monsieur Calibro. Parce que ce que vous venez de dire est très important. Généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si la rupture, le changement ne peut pas se faire par les urnes, ça va se faire par la rue. Mais je vous écoute, vous faites l'inverse. Si le changement ne se fait pas par la rue, vous espérez peut-être que par les urnes, ça se fera? Non, mais de toute façon, ça viendra par la rue. Parce que à partir du 11 octobre, il va falloir un véritable bras de fer. M. Biya ne va jamais perdre cette élection
de manière démocratique. Il ne va jamais perdre cette élection sur le papier. Clément Atangana, il est là justement pour donner la victoire à Biyabi Vondor. Paul Atangandi, il n'est pas là pour rien. Il est là pour faciliter, n'est-ce pas, la victoire volée, entre guillemets, même pas entre guillemets, la victoire volée du peuple camerounais à Biyabi Vondor Barthélemy. Et l'ECAM a été conçu spécialement pour garantir à Biya une victoire volée éternellement. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce serait la rue. Mais quand je parle d'un changement radical par la rue, c'est une népalisation du Cameroun, c'est-à-dire tout à plat. Et puis peut-être un nouveau Premier ministre qui va être installé, qui aura, justement, je reviens à vos questions, la lourde charge de remettre le Cameroun sur les rails dans les 100 jours, ou dans les 1 an, ou dans les 2 ans. C'est-à-dire reformer en profondeur la justice. La justice, M. Moda, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Bien sûr. Tant qu'on a une justice bancale, alors bonjour à toutes les dérives. C'est de reformer, par exemple, le système électoral, le code électoral, pour pouvoir, au bout d'une année ou au bout de 2 ans, organiser des véritables élections libres et transparentes. C'est d'organiser un gouvernement de transition qui va s'occuper de tous ces petits problèmes-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui parler d'État ou parler d'autre chose sans apporter des réformes profondes au Cameroun. Il faut tout, mais strictement tout réformer au Cameroun. Donc, pour les 100 premiers jours, on veut voir ce gouvernement vraiment à l'œuvre. Moi, sincèrement, si j'avais le droit de voter, je ne voterais pas pour quelqu'un qui va me dire « je vais vous construire des hôpitaux ». Parce que c'est faux, il ne va pas nous construire des hôpitaux. Pour pouvoir nous construire des hôpitaux, il faut déjà qu'il sache qu'est-ce qu'il a comme argent dans les caisses de l'État. Il faut faire un audit. Il faut un audit pour pouvoir savoir. Donc il ne peut pas nous dire ce qu'il n'a même pas encore en clé main. Il ne peut pas. Mais je voterai pour quelqu'un, qui va nous dire si vous votez pour moi, je ferai en sorte je ferai des réformes en sorte qu'au bout d'une année ou de 2 ans, on pourra augmenter le SMIC, qu'au bout de 2 ans ou bien dans les 100 premiers jours, que les enfants de 0 à 12 ans pourront être soignés parce qu'on va avoir un partenariat X ou Y qui va nous aider là-dessus. Je rendrai l'école obligatoire, des trucs de base qu'il faut. Vous savez, l'une des choses qui tue la jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise, c'est l'oisiveté. Bien sûr. Les jeunes au Cameroun ne sont pas formés. Là, vous allez encore peut-être me dire, mais M. Issa Chiroma était ministre de la Formation et de l'Emploi. Est-ce que dans le logiciel de Biya, il y a un jour eu cette envie de former les jeunes à des métiers? Je ne pense pas. Maintenant, il faut un véritable changement de toutes les façons au Cameroun. Le changement n'est pas simplement la tête de l'État. Il faut aussi vous rendre compte qu'il y a un système. Un système, vous avez parlé tout à l'heure de la France et je vous ai dit qu'ils étaient complices. Un système qui a été mis sur pied depuis l'indépendance du Cameroun. Donc, si on ne change que la tête de l'État, ben, le même système perdu. D'ailleurs, les mêmes causes vont ressurgir. D'ailleurs, j'allais en venir. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes évoquent très souvent Biya en disant si Biya n'est plus là, les choses vont s'arranger. Mais ce qu'on constate quand même, est-ce que vous pensez que 43 ans, voire au-delà d'un système, d'une réalité systémique mise en place, peut juste s'arrêter parce qu'à la tête de cet État-là, de ce système-là, un individu est parti? Il faut quand même rappeler que toute la préfectorale, c'est-à-dire en fait toute l'administration, c'est une administration mise en place par le système qui aujourd'hui est là et qui tient absolument, on va dire, à se régénérer, avec ou sans Biya. Justement, il faut des réformes. Il faut des réformes. Pour mettre fin à ce système-là, il faut réformer complètement l'État du Cameroun. Il faut même, pour moi, revoir la Constitution. Il faut tout réformer. Je ne vais pas vous dire qu'il faut faire X, Y. Quand je parle de réforme, c'est en général, il faut réformer. Mais quand on voit l'actualité camerounaise aujourd'hui, par exemple, il y a une réalité qu'on ne peut occulter également. Ben,
les opposants, les partis politiques. Il n'y a pas que Issa Chiroma. Qu'est-ce que vous pensez de Bello Bouba, de Cabral Libi, qu'est-ce que vous pensez de cette galaxie d'autres partis politiques qui sont présents, mais qui brillent par leur silence, voire leur absence? Je vais vous décevoir en vous disant qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Je vais peut-être décevoir beaucoup de personnes. Je sais qu'on va tirer sur moi, mais en réalité, il n'y a pas d'opposants au Cameroun. Il y a juste des agitateurs, des prestigitateurs, des accompagnateurs. Figurez-vous que pour l'élection présidentielle de 2025, là, du 11 octobre, une élection qui est quand même hautement importante pour les 50 prochaines années. Parce que si Biya, lui, aspire à gouverner le Cameroun pendant 50 ans, parce que si on lui donne encore 7 ans, s'il vole encore les 7 ans, il aurait fait quand même un demi-siècle à la tête de l'État du Cameroun. L'élection du 11 octobre va déterminer le Cameroun pour les 50 prochaines années. Et vous avez une opposition qui n'est pas capable de se concerter bien avant le dépôt de candidature, d'avoir un candidat consensuel. Et vous pensez véritablement que ça, c'est une opposition? Non, mais ils se battent simplement pour savoir qui va être le premier et le deuxième accompagnateur de Biya. À la réalité, c'est pour cela qu'ils se battent. Parce que si on avait une opposition, M. Moda, je peux vous rassurer qu'avant le dépôt de la candidature, ils ont eu 7 ans. 7 ans pour savoir que l'élection de 2025, c'est quelque chose d'extrêmement importante pour le Cameroun. Ils ont eu 7 ans pour se préparer. Ils ont eu 7 ans pour faire des coalitions. Ils ont eu 7 ans pour avoir un candidat consensuel. Mais ils sont retombés dans la maladie de l'opposition camerounaise. Figurez-vous que depuis, je vais dire, 97, l'opposition camerounaise n'a jamais pu nous présenter un candidat consensuel. C'est chacun qui veut être président. C'est chacun qui veut être le premier opposant à Biya. J'ai l'impression qu'ils ne veulent même pas, à la réalité, faire partie Paul Biya. Non, c'est dommage. Et ce sont ces hommes politiques-là, avec Biya aussi, qui ont complètement rendu les Camerounais amorphes. Quand Biya, lui, il a dit l'école, les écoliers et la politique aux politiciens. Les politiciens camerounais, l'opposition camerounaise n'est jamais montée au créneau pour éduquer la population camerounaise. Ils n'ont jamais fait comprendre à cette population que non. D'ailleurs, s'intéresser à la politique, c'est un devoir citoyen. Au quotidien, nous, on fait de la politique. Même nos enfants de 2 ans font de la politique, mais ne sont pas des politiciens. C'est ça la nuance. Parce que quand vous envoyez votre enfant de 2 ans aller acheter un bonbon à la boutique, il paye bien une TVA là-dessus. C'est un acte politique. Il participe à la construction de l'État. Vous l'avez donné 25 francs. Mais de 25, il est allé à la boutique, il a acheté un bonbon, il a payé la TVA. Donc, c'est légitime qu'ils disent à Brenda Biya ou à Paul Biya, je suis ton patron. Parce qu'il participe au salaire de Biya, Bivando Barthélémy. C'est un acte politique. Mais où étaient les politiciens pour éduquer les peuples camerounais? Ils ne l'ont jamais fait. Ils se sont plus battus pour leur 2e, 3e, voire 4e à l'élection présidentielle. Ils disent, je suis le premier opposant, je suis le 2e, je suis le 3e. Avec ça, vous pensez que je peux qualifier ces opposants-là de véritable opposition et je m'aligne derrière le journal Jeune Afrique économique qui les a traités d'idiots. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont dit qu'en fait, c'était l'opposition la plus bête du monde. La plus bête, moi j'appelle l'idiot. Du monde ou d'Afrique. Dites-moi, M. Kalibri Kalibo, dans votre patronyme, il y a Thiam. Ça renvoie au Sénégal. Ouais. Beaucoup d'ailleurs de personnes vous ont dit à un moment donné, M. Kalibri, occupe-toi de tes affaires. De manière globale, quand on vous voit, vous avez une dimension, vous parlez du Cameroun avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, mais aussi, vous avez une dimension, vous pensez l'Afrique dans sa globalité. Vous avez tout à l'heure cité Kémy Séba. Est-ce que vous, qui pouvez vous revendiquer, on va dire, de 2 cultures, d'une binationalité, une réalité camerouno-camerounaise, mais également avec un regard vers le Sénégal, est-ce que l'exemple sénégalais peut être transposé au Cameroun, politiquement parlant? Je reviens encore à l'opposition camerounaise. Déjà, en parlant de mon patronyme, oui, j'ai un côté de moi qui est sénégalais.
j'aime pas trop ce côté-là. Agadez. Manguifirek, je suis né au Cameroun. J'ai aussi une partie de moi qui est camerounaise. Je ne connais que le Cameroun. J'ai grandi au Cameroun et le Cameroun, c'est mon amour, c'est ma terre patrie. Vous respirez le Cameroun. Je vis, je respire, je mange le Cameroun à longueur de journée. Maintenant, vous m'avez demandé si ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer au Cameroun. Peut-être avec Issa Tiroma. Parce que quand on voit la détermination d'Issa Tiroma, on a en mémoire celle de Ousmane Sonko. Mais l'opposition camerounaise, elle a été où pour canaliser et pour explorer même la colère des jeunes Camerounais? Je n'ai rien contre ce parti. Quand vous avez un parti politique qui aspire détrôner une dictature avec comme slogan dans la paix et dans les urnes, vous y croyez-vous qu'on a véritablement envie de challenger la bête féroce qui est Biyabi Vondo Barthélemy? Vous pensez qu'on peut faire tomber ou faire vaciller une dictature dans la paix et surtout dans les urnes? Alors qu'on sait et on le dit, on le crie aux yeux du monde, on dit que le code électoral n'est pas bon, il n'est pas consensuel, il est taillé à l'image du dictateur. Alors qu'on dit que le dictateur utilise tous les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir. Et vous dites à vos sympathisants, vous dites à vos militants, nous allons quand même y arriver dans la paix et dans les urnes. À contrario, le Sénégal n'a pas dit ça. Ousmane Sonko, il leur a dit, allez jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras. Ils ont brûlé total. Ousmane Sonko, on a dit, mais monsieur, vous devez vous solidariser. Il a dit non. Mon peuple a faim. Il exprime sa colère. Il a dit, les gars, on ne lâche pas. D'ailleurs, pourquoi Ousmane Sonko est sorti de prison? Parce qu'il y a eu une pression populaire. Parce que les Sénégalais ont dit, nous, on ne croit pas à une paix utopique, on ne croit pas que Macky Sall ne va pas, va rester silencieux face à notre colère. Et ils ont exercé cette colère-là. Si l'opposition camerounaise était au taquet, vent debout contre le régime Biya, Issa Tiroma Bakary, il a dit au prix de ma vie. Au prix de ma vie. Ça manque déjà un challenge. Et d'ailleurs, après cette annonce-là, on a vu l'homme aux gros yeux sortir essayer de menacer les gens. Ça veut dire qu'en face, il comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et monsieur Issa Tiroma, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas aux Camerounais que je suis l'alpha ou l'oméga. Il dit c'est à vous de prendre votre responsabilité. Et on comprend ce qu'il est en train de dire. Et mon rôle est d'accompagner cela. Donc, si l'opposition camerounaise avait véritablement voulu challenger Biya, comme l'a fait Cabral Libye, là, il n'a pas fait quand il s'agissait de l'élection nationale qu'il devait le porter à la tête de l'État. Parce que Cabral Libye nous a fait comprendre qu'on a voulu voler sa place de député et qu'il a envoyé des gens avec des bidons d'essence devant un palais de justice et qu'il a dit, vous me le brûlez dès que je vais vous donner l'ordre. Et il leur a appelé pour leur dire, si jamais on vous enlevez mon nom, je vais le brûler. Vous comprenez par là que la dictature ne comprend qu'un rapport de force. Quel est le rapport de force que l'opposition camerounaise a pu exercer face à Paul Biya? Il n'y a jamais eu de rapport de force. Donc, quand vous me parlez du Sénégal, oui, là, il y a eu un rapport de force. Et d'ailleurs, ce rapport de force-là, c'est Issa Tiroma qui est en train de le mener aujourd'hui. Alors que c'est quelqu'un que je déteste. Mais force est de constater qu'il exerce un véritable rapport de force aujourd'hui. Raison pour laquelle M. Issa Tiroma ne s'est pas cantonné simplement au nord. Parce que si c'était au nord, on allait encore tribaliser la chose. Bien sûr. Mais vous avez vu comment il a été reçu à l'ouest du Cameroun. Et vous voyez l'engouement qui suscite au fil de ses déplacements. Au fil des jours, bien sûr. Au fil des jours. Au fil des jours, il prend encore beaucoup plus d'assurance. Du coup, je réponds aux gens en leur disant, qui me disent, ben, c'est un infiltré. Je dis, attendez, même si c'est un infiltré, l'engouement est tel que ce serait difficile pour lui de faire marche arrière. Mais dites-nous. Et d'ailleurs, oui. avant que vous me posiez la question, oui, je vous écoute. Est-ce que vous savez que Issa Tiroma Bakary a souffert des mains de Paul Biya? Mais
Mais ça tombe juste parce qu'en fait, c'est là que j'allais en venir, M. Kalibri. J'allais vous poser une question. Est-ce que Issa Chiroma n'est simplement pas un revanchard? Revanchard des années passées en prison et des exactions physiques qu'il a subies. Il y a un adage africain qui dit « La vengeance est un plat qui se mange très froid ». Et parfois, il faut pactiser avec son ennemi d'hier pour pouvoir mieux le cerner et surtout lui donner le coup fatal quand il s'attendra le moins. Quand on vous écoute là, Issa Chiroma semble être le Machiavel de la politique camerounaise. Ben, si tel est le cas contre Biya, je ne peux que l'accompagner. Vous savez que Asso a uriné dans la bouche d'Issa Chiroma, urinait dans la bouche d'Issa Chiroma tous les matins. Moi, je l'ai entendu des propos du commissaire Albert Lepole-Bénin, qui a travaillé pour le régime et qui aujourd'hui est en train de nous gaver de révélation en révélation. Il y a un journal qui le disait, à l'époque, c'était Le Combattant. Oui. À l'époque, c'était Le Combattant. Et c'est dans ce journal-là que j'ai appris toutes les exactions d'Issa Chiroma, toutes les exactions qu'il a subies. Il a perdu ses dents. Voilà. Donc, ayant vécu cela, et qu'on l'a envoyé, comme on le dit, vous ne pensez pas que c'est l'occasion faisant le larron, c'est le moment de prendre sa revanche? Délégué ses comptes. Parce qu'il faut quand même le dire, il faut quand même le rappeler que Issa Chiroma va en prison, on va dire, suite aux événements d'avril 1984, le coup d'État. Mais quand on regarde un peu, nous qui avons pris le temps d'écouter le discours de ces putschistes, un discours révélateur. Parce qu'en fait, ce discours-là, quand on l'écoute, il est fait 2 ans après la session de Biya aux affaires, mais on a l'impression qu'il a été fait hier. Ben, on est plein dedans, c'est pour ça que j'écarte les mains. On est plein dans ce discours. Et une fois de plus, M. Kalibri Kalebro, ces gens qui ont essayé de faire partir Biya à ce moment donné, ils se sont retrouvés seuls. Oui, ils se sont retrouvés seuls. Parce que on le doit, Biya le doit à Harry Bandolo. Journaliste qui est devenu, je pense, ministre par la suite. La communication, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Biya le doit à Harry Bandolo et peut-être aussi une certaine impréparation de ces putschistes-là. Et c'est là où on se rend véritablement compte que Ahidjo n'était pas forcément derrière. Parce que les revendications de ces militaires-là, ben, on est là-dedans aujourd'hui. Bien sûr. On est là-dedans aujourd'hui. On est là-dedans même depuis 1985. Le Cameroun tombe sous le coup de la crise économique en 1986, c'est-à-dire 2 ans après le putsch. Éric Tindi, en 1988, quand il interroge Biya sur la gabésie financière, sur le hold-up, sur le vol boulimique de ses amis ministres et directeurs, c'est en 1988, 1989. Quelques années après, ben, les caisses de l'État étaient déjà vides. Les gens vont vous parler de la crise économique et de la dévaluation du franc CFA en 1994. Non. La dévaluation du franc CFA n'est qu'une conséquence de tout ce qui s'est passé. Mais avant ça, il y a également la mise en place des programmes d'ajustement structurel. C'est la crise économique. Bien sûr. C'est la crise économique. Donc, les militaires ont prévenu le peuple par rapport à la dangerosité de Biya. Sauf que, voilà, il faut aussi souligner qu'en 1982, il y avait encore cette psychose-là de l'État. Les gens avaient extrêmement peur de l'État. Du coup, il n'y a pas eu cette ferveur populaire. Mais je peux vous assurer que si aujourd'hui, les militaires renversent Paul Biya, ils sont acclamés. De Douala à Yaoundé, de Vormeka en passant par Tcholéré ou par Papata au nord Cameroun, vous allez voir une liesse populaire, mais je vous jure, on va avoir l'impression que le Cameroun a gagné la Coupe du Monde. Monsieur Kalibri Kalebro, en 2020, un candidat pour lequel, d'ailleurs, vous êtes battu très longtemps, Monsieur Maurice Kamto, pour ne pas le citer, boycotte des élections. En 2025, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, s'il y a un élément dangereux pour la démocratie, ou du moins pour ceux qui veulent renverser un système, c'est l'abstention. En 2020, il fait le choix de le boycott. En 2025, en renvoyant dos à dos Issa Chiroma et Bello Bouba, il appelle à l'abstention. Pourtant, c'est un leader pour lequel vous êtes battu.
Quel regard posez-vous aujourd'hui sur son choix, sur ses choix? Sur le boycott de 2020, j'étais partie prenante de ce boycott. D'ailleurs, pardon, j'ai appelé à ce boycott. Est-ce que c'était judicieux? Pour moi, activiste, oui. Parce que c'est une forfaiture. Ben, vous aurez pu tirer les leçons de 92 non. également, où le SDF également avait boycotté. On a vu la suite. Et je ne suis pas politique. Je ne suis pas politicien. Autant pour moi, mais vous faites de la politique. Je suis activiste. Okay. En tant qu'activiste, je sais d'avance que les élections au Cameroun... Elles sont biaisées. Elles sont biaisées. Je sais d'avance que Biya décide du nombre de sièges que l'opposition camerounaise va avoir et qui va avoir le siège où. Donc, c'est biaisé à l'avance. Je sais d'avance, et ils le savent, ces hommes politiques-là, qu'ils ne peuvent pas changer une virgule sur une proposition de loi émanant du gouvernement. Et d'ailleurs, qu'ils ne peuvent même pas faire voter leur propre proposition de loi. Donc, c'est biaisé à l'avance. Je n'ai jamais été pour le scrutin au Cameroun. L'élection présidentielle de 2018, j'ai pris une déclaration à manifestation contre cette élection. Donc moi, généralement, même aujourd'hui, vous me demandez entre l'élection et un soulèvement populaire, là, je choisirais un soulèvement populaire. Et adieu Issa Chiroma Bakary. Je reviens à votre question, surtout sur 2025. Et je ne peux pas avoir la langue de bois. J'ai été extrêmement choqué de la décision du professeur Maurice Kamto. Parce que, souvenez-vous, quand le professeur Maurice Kamto était à Paris le 31 mai, je pense. Bien sûr, oui. Il a tenu un discours fleuve. Et de ce que je peux retenir de ce discours, c'est que l'enjeu de 2025 va déterminer le Cameroun des 50 prochaines années. Donc, l'élection de 2025, c'est quelque chose d'extrêmement importante pour l'avenir des 40 ou 50 millions de Camerounais. Et qu'à l'aube de cette élection, malgré tout ce qu'on peut penser, que le président Maurice Kamto ne puisse pas donner une consigne de vote ferme. Moi, je vais être honnête avec vous, j'appelle ça de la lâcheté politique. Et il a fait là du ponce-pilatisme. Vous vous souvenez, quand Ponce Pilate n'a pas voulu, alors qu'il le souhaitait, bien sûr, crucifier Jésus, et qu'il a laissé le peuple choisi, et qu'il s'est lavé, sauf que le président Kamto ne s'est pas lavé, mais c'est du ponce-pilatisme qu'il a fait. Il est avéré aujourd'hui qu'il y a une personne qui suscite une certaine adhésion populaire, une certaine ferveur. Le président Kamto ne peut pas parler aujourd'hui de coalition en parlant de Bello Bouba et Issa Chiroma. Lui-même, il n'a pas été capable de faire une coalition. Je pèse mes mots, puisqu'il n'y en a pas eu. L'APC n'est pas véritablement une coalition. Il n'a pas été capable de faire asseoir lui en tant que leader de l'opposition. Parce que c'est quand même un poids lourd de l'opposition camerounaise. Mais d'ailleurs, excusez-moi, M. Kalibri. Si je peux finir. Allez-y, finissez. C'est quand même un poids lourd de l'opposition camerounaise. Quels que soient les griefs qu'on peut porter sur la personne du président Maurice Kamto, c'est un poids lourd de l'opposition camerounaise. En 7 ans, ils n'ont pas pu avoir un consensus et sortir la colombe pour affronter Paul Biya. Ils ne l'ont pas fait en 2018. Ils ne l'ont pas fait en 2011. Ils ne l'ont pas fait en 2004. Ils ne l'ont pas fait en 97. Ils ne l'ont même pas fait en 92. En 92, c'était législatif. Ils ne l'ont pas fait en 97. L'opposition camerounaise n'a pas le logiciel de coalition. Ça n'existe pas dans leur tête. Donc, une élection aussi importante pour le Cameroun, avec des enjeux énormissimes, vous ne pouvez pas ne pas prendre position, sous prétexte que les deux dignes fils du Cameroun ou les deux dignes fils du Nord n'ont pas pu se coaliser. C'est pas possible. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Nous avons été dans un cas similaire chez
les patrons de Paul Biya, ici en France, Jean-Marie Le Pen, face à Jacques Chirac. À l'époque. Face à Jacques Chirac. Mais toute la classe politique française s'est réunie autour, s'est unie autour de Jacques Chirac. Même les gens qui détestaient profondément, idéologiquement, ils étaient complètement à l'opposé avec Jacques Chirac. On appelait à voter Jacques Chirac justement pour faire barrage au Front National. Et ici, il s'agit de faire barrage à Paul Biya. Le président Kamto a des millions de personnes qui l'écoutent, qui le suivent, qui sont scotchés à ce qu'il va dire. Et ne pas prendre position, sincèrement, en tant qu'activiste, en tant que quelqu'un qui veut absolument le changement au Cameroun. J'ai été extrêmement choqué. Et je l'ai dit d'ailleurs sur les différentes plateformes que j'anime. J'ai été choqué. Le président Kamto, pour moi, a raté une occasion de suivre le changement qu'il a tant prôné. Oui, parce que le président Kamto nous a parlé de changement. Parce que le président Kamto nous a dit, ce n'est pas écrit sur mon visage, président de la République. Je me bats pour que mes idées puissent perdurer. Si mes idées perdurent après moi, alors je serai un homme heureux. Et il a dit, si jamais je ne suis pas là demain, battez-vous de toute votre force pour que ce régime dictatorial puisse tomber. Mais à l'heure où il faut apporter un soutien à un candidat qui est en pole position aujourd'hui au Cameroun, c'est Issa Chiroma Bakary. Je ne l'aime pas. Mais force est de constater qu'il est en pole position. Et moi, j'aurais été à la place du président Kamto, j'aurais pris ma décision, j'aurais porté le destin des Camerounais et j'aurais accompagné Issa Chiroma Bakary de toutes mes forces dans l'optique de participer à ce gouvernement de transition pour apporter mon expertise afin de remettre le Cameroun sur les rails. Il ne l'a pas fait. Monsieur, et je suis profondément choqué. Monsieur Kalibi Kalibro, il y a un promise qui revient très souvent. On attribue à Maurice Kamto la place du leader de l'opposition. On lui attribue également le fait d'être l'opposant des opposants. Il y a quand même un fait sur lesquels parfois les gens brillent par un silence. Dites-moi. Maurice Kamto, c'est 14% aux élections de 2018. Mais ces 14% sont quand même le fait, on va dire, d'un rajout de quelques voix. À Keremouna, Penda Ekoka, Paul Rikingé, qu'il faut préciser quand même, Paul Rikingé était un élu. Il avait déjà affronté le peuple et avoir les voix. Mais sur quoi repose, à part le fait, pour Maurice Kamto, d'avoir agrégé autour de lui des personnes qui sont très actives sur les réseaux. Sur quoi repose la force probante qu'on accorde à Maurice Kamto, alors qu'en réalité, les 14% qu'il a aux dernières élections de 2018 sont le fait, on va dire, des alliances de fait. Mieux encore, Maurice Kamto prend le MRC avec des élus. Aujourd'hui, il va peut-être partir. Il le laisse sans rien. Est-ce que ça ne pose pas de questions profondes sur l'homme et sur son leadership? Déjà, avant de vous répondre, j'attends toujours la position du MRC. Parce que M. Kamto, à ce que je sache, si on veut me faire croire le concret, n'est plus membre du MRC. Il a démissionné du MRC parce que j'ai lu le communiqué du MRC, j'étais à Uri hier, j'étais à Uri. M. Maurice Kamto n'a pas parlé au nom du MRC. M. Maurice Kamto a pris sa décision à son nom personnel et peut-être au nom de l'APC qui l'accompagne. Mais il n'a pas parlé au nom du MRC. Il a démissionné du MRC. À date, je n'ai pas encore connaissance que le professeur Maurice Kamto a repris sa carte du MRC. Si cela s'est fait nuitamment, je ne sais pas. S'il n'y a pas eu véritablement d'émission au MRC, je ne sais pas. Est-ce que tout cela, excusez-moi monsieur, est-ce que tout cela n'amène pas véritablement à s'interroger sur l'homme Kamto et sur, c'est-à-dire ce chèque en blanc qu'on lui attribue souvent? Je m'interroge, je me pose des questions. Vous savez, j'ai été tensé d'infiltrer et de créer, mais je me pose des questions. Ceci étant dit, vous avez parlé des 14% de M. Kamto. Je ne crois pas. Sincèrement, j'ai des griefs et j'ai toujours eu des griefs contre M. Kamto et j'ai toujours dit ce que je pensais et ce que je pensais. C'est pas parce que
je suis contre sa sortie que je vais dire qu'il a eu que 14%. Je pense même qu'il a gagné cette élection. Qu'il ait gagné, mais il n'a pas gagné seul. Il y a une alliance avec lui. Bien sûr. Vous avez parlé de Penda Ekoka. Oui. Ce que je vois aujourd'hui, certains adeptes du MRC, certains combattants, certains sympathisants de M. Kamtofer, je ne les ai pas entendus dire la même chose à M. Penda Ekoka qui sortait fraîchement de la présidence de Biya. Ils n'ont pas trouvé en ce moment que Penda Ekoka était un infiltré. Il était conseiller spécial d'ailleurs. Il était conseiller spécial. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il sortait d'Etoudi, qu'il sortait du palais de Biya. Il était très proche de Biya. Et Paul Erikingue, qui lui également, malgré le fait qu'il soit sorti de prison, était quand même un élu RDPC. Il était quand même un élu. Donc on n'a pas trouvé qu'ils étaient... D'ailleurs, si Paul Erikingue avait continué la collaboration avec le MRC, je pense que le MRC aurait accédé à la présidence depuis. Parce que c'est ce genre de personnes-là qu'il nous fallait. Maintenant, est-ce que Maurice Kamto était le leader de l'opposition? Je vous ai dit, moi, le constat que je fais, les hommes politiques camerounais, aujourd'hui, courent après cette position-là. Je me rends compte qu'ils ne challengent véritablement pas Paul Biya. Cabral Libye, aujourd'hui, de vous à moi, ou de ceux qui vont nous écouter et vont nous regarder, vous pensez que Cabral Libye peut battre Paul Biya à l'élection présidentielle, avec le Capharnaüm qui est là, avec Elekam que lui-même dit qui a été conçu spécialement pour Paul Biya, avec tout ce qu'on sait, vous pensez, avec tout ce que Cabral Libye a décrié aux dernières élections? Avant Cabral Libye, les autres opposants ont décrié les mêmes choses aux élections précédentes, c'est-à-dire ceux de 2011, 2004 et 97. C'est les mêmes choses. Vous pensez véritablement qu'il veut battre Paul Biya? Non, il cherche aussi aujourd'hui que quand on n'est pas là, peut-être à être le leader de l'opposition. Parce que si ce n'est pas à l'Assemblée qu'on devient leader de l'opposition, parce qu'on a 7 ou 8 sièges que Biya a bien voulu accorder, ben, c'est parce qu'on va être deuxième à la présidence et qu'on va se prévaloir de ce leadership. Mais au-delà de cela, M. Maurice Kamto a quand même une fanbase importante. On ne peut pas le balayer du revers de la main. Est-ce que les followers sont des votants? Non, quand je parle de followers, je parle... Faire un like sur Internet, je parle des militants, moi je ne parle pas de followers. Ah bon? Je parle des militants. Il a quand même des militants. On a des chiffres, on a des chiffres sur sa base sur... J'ai écouté un jour Wilfried Ekanga parler de 6 millions. Je m'interroge quand même. J'ai écouté Wilfried Ekanga un jour parler de 6 millions. Mais au-delà de cela... si vous ne déterminez pas le leader de l'opposition en termes de pourcentage électoral, il faut quand même avouer, et c'est à son crédit, et c'est tout à son honneur, que d'une certaine manière, M. Kamto est allé un peu titiller M. Biya par rapport aux autres. Même s'il était le dernier à l'élection présidentielle de 2018, et rien que le fait d'avoir pris cette place-là, le fait d'être le principal challenger de Biya, ben, pour moi, ça fait de lui logiquement la première personnalité de l'opposition camerounaise. Monsieur Kalibo, est-ce que ça fait sens pour un leader politique de sortir de prison et laisser ses militants en prison? Tout dépend. Très bien. Tout dépend, mais je me serais battu pour que mes militants puissent d'abord recouvrer leur liberté. Mandela a refusé de sortir de prison alors qu'il en avait l'occasion. Vous comprenez donc pourquoi je m'interroge et que beaucoup de choses dites derrière, autour de M. Maurice Kamto suscitent chez moi quelques interrogations. Non, mais je peux aussi un peu apporter un peu de l'eau au verre du professeur Maurice Kamto. Oui. La libération du professeur Maurice Kamto a été vendue comme étant l'émanation du grand dialogue. Il ne savait pas que c'est contre un visa qu'il a eu sa libération. Mais c'est peut-être, un instant, c'est peut-être aussi grâce à vous. Parce que quand on écoute Macron dire, je dirais à Paul Biya de s'occuper de la libération de Maurice Kamto. Non, Maurice Kamto était déjà libéré. Macron dit, j'ai dit à Paul Biya, s'il ne libère pas Kamto, je ne le reçois pas à Lyon. Ah, très bien. Mais le RDPC et tous les hommes du grand dialogue, y compris Cabral Libye,
parce qu'il n'a jamais démenti, y compris Cabral Liby. Ils ont fait croire au monde et aux Camerounais, y compris même à Maurice Kamto, que sa libération était l'émanation, la volonté pour l'apaisement du grand dialogue qui s'est tenu au Palais des Congrès. Donc, et logiquement, quand ils ont présenté la chose, ils ont dit que les militants du MRC allaient aussi recouvrer la liberté. Je pense que, sachant que c'était une émanation du grand dialogue, Maurice Kamto a dû sortir de prison en pensant que ses militants allaient sortir. Le grand dialogue. Vous dites le grand dialogue. Mais c'était le dialogue, c'était pas un dialogue. Monsieur Cabral Liby, on va se quitter. Monsieur Calibri. Monsieur, un lapsus lingué. Monsieur Calibro, dites-nous, est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui vous écoutent avant la fameuse échéance d'environ 14 jours? Qu'est-ce que vous avez à dire? Tout simplement, je demande aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Comme je l'ai dit sur mes différentes pages et mes interventions, Dieu le Père Tout-Puissant, son Fils Jésus-Christ, comme vous l'appelez, moi je dis prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète Abraham, tous ces prophètes-là, s'ils se retrouvent aujourd'hui sur cette terre, la terre de Paul Biya, le Cameroun de nos ancêtres, et qui se présentent face à Biya, ils ne peuvent pas battre Paul Biya à l'élection présidentielle. Le destin du Cameroun se joue le 11 octobre. L'avenir, le 12 octobre, autant pour moi. L'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, se joue le 12 octobre. Prenez vos responsabilités. Un peuple oppressé a droit à la légitime défense. Et votre légitime défense doit s'exercer le 12 octobre. Je vous invite, regardez ce que les Sénégalais ont fait pour faire tomber Macky Sall. Ils n'ont pas qu'exercé ce droit dans la rue, ils ont aussi exercé ce droit-là en se déplaçant massivement de Paris à New York, de Dakar à Kaolack, de Diourbel à Tivaouane. Ils se sont déplacés massivement pour apporter leur soutien à Ousmane Sonko. Certes, M. Issa Chiroma Bakary a travaillé avec Biya. D'ailleurs, je ne connais pas un homme politique au Cameroun qui n'a pas travaillé avec Biya. Mais on ne juge pas un maçon parce qu'il a travaillé avec un ingénieur ou un autre. On juge un véritable maçon sur le pied du mur. Faites confiance à Issa Chiroma pour le 11. Nous allons avoir un regard. D'ailleurs, si nous exerçons nos droits de vote et si nous exerçons cette pression populaire pour que le vote des Camerounais soit respecté, alors je pense que ce serait aussi une mise en garde à Issa Chiroma en lui disant de la même manière que nous t'avons soutenu, c'est de la même manière que nous allons nous débarrasser de toi. Il est temps que les Camerounais ne soient plus la risée du monde. Partout le peuple se libère, partout la jeunesse prend son indépendance et prend son envol. Peuple camerounais, préparez-vous. Le 12 octobre, nous devons et nous allons aller au corps à corps avec la dictature de Biya. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Arrachez votre pouvoir le 12 octobre. Allez voter, protégez votre vote. Et la seule manière de protéger son vote, c'est d'être prêt à affronter la tyrannie. Parce qu'elle va vouloir voler et parce qu'elle va voler. C'est à vous qu'appartient le destin de vos propres enfants, de vos petits-enfants et surtout l'avenir du Cameroun que nous aimons tous. Le continent doit briller et le continent doit être présent. Sinon, l'histoire nous jugera tous. Merci, Monsieur Calibro. C'était le brainstorming. On espère vous revoir sur nos plateaux très bientôt. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.